vous a menti. La Belle au bois dormant, c'est pas ce que vous croyez. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nouveau thème, c'est un peu l'évolution logique de ma chaîne parce que avant de fabriquer du tissu, il faut évidemment fabriquer du fil. Et ça tombe bien, je suis spécialisée à la fois sur le tissage mais aussi le filage historique en Europe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à la fabrication du fil depuis la préhistoire. Et on va aussi en profiter pour débunker la Belle au bois dormant parce que je pense qu'il est important de faire un petit point dessus. L'un des premiers éléments qui atteste l'usage de fil, je mets ça entre gros guillemets, on verra après pourquoi, c'est une petite aiguille retrouvée dans une caverne en Chine. Elle serait datée d'il y a à peu près 50 000 ans. 50 000 ans avant aujourd'hui, je ne parle pas de la datation qui est avant l'ère chrétienne, que j'appellerais volontairement avant l'ère chrétienne parce que on est en Europe occidentale et que notre calendrier est basé sur le calendrier grégorien qui est un calendrier chrétien qui est différent des autres cultures. Donc je ne peux pas dire avant notre ère parce que notre ère c'est un peu flou et ça exclurait beaucoup de monde. Donc je vais volontairement utiliser avant l'ère chrétienne. Pour les datations, ça sera plus simple et puis comme ça au moins vous êtes fixés. Qu'est-ce qu'on peut dire sur une aiguille retrouvée datant d'il y a 50 000 ans? Qu'on utilisait déjà la couture. Est-ce que c'est pour autant une aiguille pour coudre avec du fil sur du tissu? Pas forcément, parce qu'on peut aussi coudre sur cuir et pas forcément avec du fil, parce que la première utilisation en tant que fil d'une matière, c'est le tendon animal. Une fois séché et cassé avec une pierre, vous en détachez des petits filaments et en fait vous pouvez l'utiliser pour coudre une fois qu'il est réhumidifié. Il va simplement sécher et se rétracter, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire trop de nœuds, c'est quand même relativement solide. Donc du fil, peut-être pas, mais une aiguille, donc forcément de la couture, il y a au moins 50 000 ans. En revanche, la plus ancienne trace de fibres filées et travaillées qu'on connaisse, ce sont des fibres végétales qui nous proviennent d'une caverne en Géorgie et qui ont la particularité de comporter des traces de teinture. Ce qui suggérerait, sinon du tissage, au moins quelque chose qui s'en rapprocherait et qui serait relativement sophistiqué. Pas si loin, en République tchèque, datée de 28 000 ans à 13 000 ans avant aujourd'hui, on a des traces d'impression de textiles sur des poteries. Simplement parce que des poteries ont été mises à sécher dans des paniers, sur des nattes tissées, ou simplement décorées volontairement avec des cordelettes, des tissus. Voilà, des impressions textiles sur argile qui attestent d'un assez large éventail de textiles à cette époque et à cet endroit géographique. Et c'est sur le site de Çatalhöyük, environ 10 000 ans à 5 000 ans avant aujourd'hui, qu'on a découvert les plus anciennes traces de tissu réellement fait sur un métier à tisser, donc attestant de l'usage d'un métier à tisser, des choses relativement fines, à savoir qu'au néolithique, on est quand même capable de faire du fil de 0,2 mm. C'est très fin. Oui, mais les outils dans tout ça. Eh bien, le premier outil qu'on a utilisé pour fabriquer cordelettes, vraiment pour les tout premiers textiles qu'on connaisse, a priori, ce serait nos mains. Et oui, on peut fabriquer du fil ou du moins de la cordelette, du fil relativement épais avec les mains, quoi qu'on puisse quand même faire des choses relativement fines. Je pense que je ferai un tutoriel là-dessus pour expliquer, vous montrer aussi comment ça se fait. Mais sinon, ce qui semble être les plus anciennes fusailloles retrouvées à ce jour datent de 10 000 ans avant notre ère, donc 12 000 avant aujourd'hui, et ont été retrouvées au nord de l'Israël. Et à ce stade, la question que vous vous posez certainement, c'est qu'est-ce qu'une fusaillole? La fusaillole, c'est un des éléments du fuseau. Et le fuseau, c'est l'outil qui nous accompagne depuis maintenant au moins 12 000 ans pour fabriquer du fil. Alors le fuseau est très souvent composé de 1 à 3 éléments. On peut filer par exemple simplement avec la tige, voilà, simplement la baguette en bois. On peut filer avec une branche. Le fuseau du berger par exemple, c'est simplement une branche de bois généralement avec une petite fourche là ici qui va venir servir à faciliter la rotation. Et généralement il y a peut-être aussi, on se débrouille pour avoir une petite accroche, un petit bout de branche qui dépasse pour accrocher la fibre. Le second élément, c'est la fusaillole, c'est ce petit outil
voilà, qui ressemble à une lentille qui peut avoir différentes formes. Alors celle-ci est en pierre par exemple, et c'est ce qui va servir de poids au fuseau. A noter que le poids total du fuseau, tige plus fusailleul, a une incidence sur la qualité du fil. Plus le fuseau sera léger, plus le fil sera fin. C'est pour ça qu'on peut même filer sans la fusailleule. En revanche, si vous voulez faire du gros fil, pour du gros travail, par exemple du fil à tapis, il va vous falloir quelque chose d'un peu plus massif, de beaucoup plus lourd, et généralement aussi, comme le fil est plus épais, si vous voulez filer la même longueur qu'avec un fil fin, il va aussi vous falloir quelque chose de plus long pour engranger une plus grosse quantité de fil. En guise d'exemple, pour vous montrer d'autres fusailleuls, là vous en avez une en terre cuite qui reprend à peu près les formes et les particularités d'objets issus de fouilles archéologiques. Là pareil, un exemple qui reprend les caractéristiques de fouilles archéologiques, donc celle-ci est en verre, et par exemple fusailleul en bois, après tout, pourquoi pas. On a même trouvé en Lorraine, pas très loin de chez moi, sur le site de fouilles de Prégny, une fusailleule fabriquée dans un fossile d'oursin. En effet, le fossile d'oursin a un léger perçage qu'il suffit de finir là, ici, en dessous. Ensuite, ils ont découpé autour de l'étoile et ça fait une très jolie fusailleule. Alors comme vous le voyez, j'ai réussi à trouver un fossile d'oursin, mais j'ai pas encore eu le courage de le tailler, j'ai un peu peur de le casser. Mais un de ces quatre, pourquoi pas. Le troisième et dernier élément, important mais pas forcément indispensable, c'est la tille ou crochet de fuseau. La tille ou le crochet, c'est le système de suspension du fil. C'est avec ceci qu'on va pouvoir venir suspendre le fil pour éviter que le fuseau ne tombe. Alors encore une fois, il n'est pas indispensable, il en existe plein de formes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous laisserai voir l'article de Olivier Thuaudet qui est en train de se repencher un petit peu sur la question. D'après cette récente étude, il semblerait en effet que les tis ou crochets de fuseau soient plus fréquents qu'on ne le croit, surtout si on tient compte des nombreuses représentations de personnages en train de filer, notamment dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Si on fait bien attention, on remarque que très souvent, les artistes ont pris la peine de dessiner un crochet, ce qui signifierait que c'était quand même quelque chose de relativement commun. Et il se trouve qu'en France, on a une grande tradition du fuseau, puisque c'est l'outil qui prédominera pour la fabrication du fil jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Ce qui explique qu'on ait un grand nombre de fuseaux dits régionaux, comme celui-ci par exemple, qui n'a carrément pas besoin de fusailleul, parce qu'il a déjà un poids suffisant pour filer du fil moyen. Alors je serais bien incapable de vous dire de quelle époque ou de quelle région provient celui-ci, parce que tout ce qui est après le Moyen-Âge, c'est généralement moins ma spécialité. Donc je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet, parce que j'en ai pas les compétences, tout simplement. Et même si le fuseau restera longtemps l'outil préféré des Français, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres techniques qu'on n'a pas développées ou importées de nouvelles techniques. En effet, à partir du XIIIe siècle apparaît la roue à filet. Alors j'en ai pas à disposition parce que c'est extrêmement grand, qui est ni plus ni moins que l'ancêtre du rouet. Le rouet, c'est ce truc-là, là-bas, derrière moi, que vous voyez depuis le début de la vidéo. On va reparler de la Belle au bois dormant, ça vient tout de suite. Bougez pas. Donc, arrivé au XIIIe siècle en Europe de la roue à filet, outil qui va avoir un effet un petit peu mitigé. On lui préfère quand même le fuseau qu'on considère comme étant un outil permettant de fabriquer du fil plus qualitatif. La roue à filet va généralement être utilisée pour les fils de trame ou les tissus de moins bonne qualité, mais généralement pour le fil de chaîne, on continue à utiliser le fuseau. Ailleurs en Europe, principalement en Angleterre, va se développer à partir du XVIe siècle le rouet à pédale, donc qui correspond déjà un peu plus à ce modèle-là. Et donc ce serait aux environs du XVIe siècle à Brunswick au Royaume-Uni qu'on aurait la première itération du rouet à pédale. Et venons-en au grand debunk de cette vidéo. La Belle au bois dormant s'est-elle piquée avec un fuseau ou un rouet? Surprise, aucun des deux. Les chats qui font les cons. Et oui, en réalité, la Belle au bois dormant se pique le doigt avec une quenouille. Alors la quenouille, j'imagine que ça doit être une notion un peu floue. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors la quenouille, en réalité, c'est la réserve de fibres. Alors quand on file, simplement, on vient, hop, voilà, et
c'est de cette manière que je vais filer simplement. Hop. La position qu'on voit généralement au Moyen-Âge, c'est celle-ci. Voilà, donc hop. Donc voilà à quoi sert la quenouille. Alors évidemment, la Belle au bois dormant ne s'est pas piquée avec une quenouille à fuseau, puisqu'il en existe un autre exemple pour le rouet. Et là, on va parler un peu sécurité, parce que la notion de sécurité à l'époque, il y avait un gros problème avec le rouet, ce qui était autrefois un simple bâton plus ou moins travaillé, devient littéralement une arme. Et oui, il n'y a pas d'autre mot pour décrire le nouveau système de quenouille qu'on développe spécifiquement pour le rouet. Le principe est extrêmement simple, vous avez votre pointe, vous avez votre réserve de fibres, et vous venez, hop, planter votre réserve de fibres directement sur l'espèce de grosse épée. Alors là, c'est une petite, je dis bien une petite aiguille à matelas. Il faut bien imaginer que les pointes à quenouille, enfin les quenouilles de rouet, étaient à peu près de cette taille-là, voire plus. Alors évidemment, c'est un outil qu'on connaît assez peu, pour la simple et bonne raison que les personnes ayant fait l'acquisition de rouets de collection anciens, munis généralement d'une grosse pointe, les ont enlevés pour des raisons évidentes de sécurité, je veux dire les enfants qui courent dans le couloir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce voyage autour du fil et de son histoire. J'aborderai probablement plus en détail certains points dans d'autres vidéos, notamment un tutoriel pour comment fabriquer du fil, que ce soit à la main, au fuseau et pourquoi pas au rouet. Si vous avez envie que j'approfondisse certains points, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me donne un peu une sorte de guide pour savoir ce qui vous intéresse et ce dont vous avez envie de parler. Puis accessoirement, ça soutient la chaîne, on va pas se mentir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur ma chaîne. Il y a tout un tutoriel de tissage aux tablettes, tissage historique. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et que les mois vous soient favorables.